et bienvenue sur Odyssée pour votre magazine sur le design et la déco. Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les plus beaux intérieurs, les hôtels au design les plus fous, aux maisons les plus surprenantes, mais aussi les histoires des objets cultes. Nous sommes pour la dernière fois chez la photographe Amanda Eliash. Aujourd'hui, je vous emmène chez des Irréductibles pour une remise en forme, vous accrocher et vous poser. Sommaire. Au sommaire de Design by Sarah Lavoine ce soir, nous irons à la découverte de l'hôtel particulier à Montmartre. Le nouveau lieu du sport, le Clé, nous ouvrira ses portes. Nous rendrons visite à Régis Mathieu, créateur et restaurateur de lustres. Et enfin, nous présenterons les incontournables en matière d'assises. Pour commencer, partons à la recherche d'un secret bien gardé. Un magnifique hôtel particulier, niché dans le plus célèbre village de Paris, la butte Montmartre. On découvre d'abord un jardin savamment maîtrisé par le paysagiste Louis Bénèche. Puis on entre dans une grande maison blanche où Morgane Rousseau nous accueille. C'est avec la participation d'artistes contemporains que Frédéric Contet a redonné une âme à cet hôtel particulier. Sobre et classique, les styles et les tendances se mélangent. Visite. Montmartre, Paris, une grande maison démarre une autre histoire. Cachée dans un beau jardin, la demeure style directoire nous dévoile ses charmes singuliers. Bonjour, bienvenue. Unique en son genre, cet hôtel particulier a été repensé par Morgane Rousseau et Frédéric Contet, aidés de 5 artistes contemporains qui y ont mis un peu de leur univers. J'ai réfléchi à l'idée de trouver une maison, en faire un hôtel, donc voilà, ça a été le hasard qui m'a amené sur cette maison qui était en très bon état. Cette maison a une histoire, oui. Il était question de faire des parkings. Les gens de Montmartre se sont beaucoup battus pour ce lieu, pour que cet endroit reste là. C'est un petit peu un lieu de confidentialité. Donc privilégier vraiment cette idée-là pour que les gens qui viennent ici soient vraiment tranquilles, que d'un seul coup ça devienne vraiment un havre de paix, ce qu'on ne va pas forcément trouver en plein centre de Paris. L'idée c'était de rendre un petit peu unique chaque espace, chaque endroit. J'aime bien l'idée que dans une maison, tout ne soit pas uniforme. Objet d'art, incontournable du design et classique d'une maison de famille, crée un savoureux mélange parfaitement homogène. Dans le salon, tous les meubles sont authentiques. Ce sont tous des meubles des années 70, faits par des architectes, des designers. Tout ce qui est mobilier et luminaire dans les salons, les gens peuvent l'acquérir. C'était un petit peu l'idée d'un salon boutique hôtel. Cette photographie, c'est Mathieu Briand. C'est un miroir réalisé par Olivier Sidet, qui est designer. Donc sa particularité, c'est quand on passe devant, il y a un petit personnage. Ici, c'est la salle à manger. C'est un endroit très différent du reste, baroque, des vieux miroirs, tout ça. Non, je viens d'une église. Elle a un regard presque humain. C'est ancien, c'est un petit peu les cuisines des grands-mères, hein, avec déjà les pots de confiture là-haut qui sont des confitures faites maison, tout est un peu comme ça. On est au dernier étage en fait de l'hôtel, donc c'est un appartement. Pour cette salle de bain, en fait, je voulais mettre de la céramique, je voulais la faire assez sombre et en même temps un petit peu minéral quelque part, le côté marron, brillant, un petit peu terre.
Alors là, on a des interrupteurs qui ont été designés par Gaspar Jurkiewicz. Ce sont des femmes du Crazy Horse. Cette lampe-là, je l'ai trouvée aux puces. J'étais avec des amis, tout le monde me disait « Tu vas pas acheter cette horreur, c'est immonde ». Moi, j'adore cette lampe. Je les ai toutes trouvées aux puces, pour ainsi dire, toutes mes lampes. Moi, je vois bien cette pièce pour quelqu'un qui aimerait écrire, rester un moment. Je trouve que c'est un endroit où on a envie de s'installer, où on a envie de rester un moment. Pour moi, c'est un appartement ici. Je vais vous montrer une autre suite ici. Donc, où encore toutes les lampes viennent des puces. On a fait la chambre avec un artiste qui s'appelle Olivier Saillard, qui est quelqu'un qui vient de l'univers de la mode. On a une verrière que j'ai faite un peu à la Mondrian. La salle de bain est faite en pâte de verre, tout en pâte de verre. J'ai voulu que ça soit aussi au plafond comme au sol, que ça devienne comme une boîte. Donc les rideaux qui sont faits en caban. Donc l'idée c'était d'utiliser du tissu de vêtements pour de l'ameublement. On a d'ailleurs aussi l'idée de faire des lampes chapeaux. Cette chaise, c'est une pièce qu'a fait Olivier Saillard. C'est plus une sculpture qu'une chaise puisqu'elle n'est pas tout à fait pratique pour s'asseoir. On a une très belle bibliothèque d'art contemporain, de films aussi. On peut passer la journée ici, tranquille. On n'est pas obligé de sortir, on n'est pas obligé de venir dans cet hôtel que pour dormir. Poursuivons nos visites en découvrant un autre lieu, toujours à Paris, mais cette fois-ci dans le quartier de Montorgueil. Après le Ken Club, la famille Benzakem a ouvert le Clay, créé par leurs fils Arthur et Franck Eddy. Sport et design, c'est possible. Le Clay inaugure une nouvelle ère. Un club sportif qui relève plus d'un endroit select que d'une simple salle de sport. À vos marques. Le Clay, c'est le club inclassable où comment l'audace, la créativité et l'originalité des fondateurs ont réussi à réunir le sport, la déco et la détente sur 2000 m². Sachez qu'ici, vous pouvez faire du sport, lire vos mails, déjeuner ou dîner, et si le mobilier chiné vous plaît, vous pouvez l'acheter. Cyril Durand-Béard, l'architecte, et Arthur Benzakem, le propriétaire, nous en disent plus. C'est un club avec un grand C. C'est pas une salle de sport, c'est un club, 3 points de suspension, de sport. On va pas dire que c'est que notre alibi parce que c'est notre savoir-faire, le sport, mais c'est aussi le club. Donc en fait, que ce soit un lieu de vie, que les gens s'y retrouvent. Toute la difficulté du projet, c'était de absolument pas dénaturer le lieu existant et de venir à l'intérieur insérer un projet totalement moderne et contemporain. Nous sommes dans une ancienne imprimerie qui date de la fin du 19e siècle, qui a servi pendant très longtemps de lieu de stockage pour les librairies Gibert. Nous avons en fait évidé entièrement le bâtiment existant et nous avons reconstruit notre projet à l'intérieur. Quand on enlève un parquet qui a 100 ans là-haut, qui a une vraie histoire, qui est chargé, on marche dessus, on a vraiment le sentiment qu'il se passe quelque chose. On a voulu revisiter les 80s et quand on est rentré avec Arthur Landan, on s'est regardé, on a dit pour nous il y a 3 références, c'est Fame, Flagenorth et Rocky, mais le noir et blanc. Et on est vraiment parti sur cette ambiance en termes de colorimétrie, de volume du lieu, de matière. Et c'est vraiment 3 films qui sont des films cultes qui ont vraiment guidé le projet. Tous les parquets qu'on a posés sont des parquets sportifs. On les a pris le plus esthétique possible. Ce sont des parquets posés sur des semelles résilientes avec des amortisseurs.
justement pour les vibrations. Entre la dalle brute et le parquet fini, vous avez 20 cm en fait, de matériaux assez techniques, justement pour favoriser tout ce qui est articulation et sport sur ces sols, quoi. Le matériel qu'on a là-haut, il est nulle part ailleurs aujourd'hui. Donc je pense vraiment que pour les sportifs, on est vraiment une référence. Et puis en revanche, on amène ceux qui ne sont pas sportifs au sport par d'autres billets. Ça, c'est très important. C'est très important pour nous d'avoir la présence de la lumière du jour. On trouve que c'est très important aussi pour des personnes de faire du sport dans un lieu où vous avez une lumière naturelle, ce qui est quand même très rare, quoi. La structure existante était sublime, en fait. On est sur un exemple d'une structure Eiffel unique. C'est-à-dire que quand l'ingénieur structure est venu ici et qu'il a découvert la structure qui soutenait la verrière, il nous a dit que c'était un exemple de tension de structure métallique absolument incroyable. On avait rarement vu de cette qualité, de cette finesse. Après le sport, le réconfort. Voici Depur, le restaurant du club. Le bleu, je dirais, c'est plus une couleur d'Épure en fait, puisque le restaurant a été investi par Depur. Alors c'est drôle d'endroit pour une rencontre, en fait, qui est animée par un garçon étonnant. Enfin, ils sont deux d'ailleurs. Enfin, moi, je connais plus Dan en fait. Qui a vraiment investi le lieu, qui a mis ses objets de déco, qui a mis sa couleur, et je pense que c'est pour ça que c'est également réussi, parce qu'on parlait tout à l'heure de la synergie et de l'échange entre Arthur et moi sur le projet, et là je pense que c'est vraiment la troisième personne avec qui on a énormément échangé pour vraiment venir poser des purs à l'intérieur du Clay, mais d'une façon super interactive, quoi. Ils ont vraiment agi également dans l'ambiance du lieu, dans le choix de leur déco. Il a donné les références qui étaient Rocky, Fame, donc c'était vraiment autour de la boxe et la danse. Et Cassius Clay pour nous était une vraie évidence, quoi. Il dansait, il virevoltait sur un ring, et puis en même temps c'est un des meilleurs cogneurs qu'on ait connu. Donc voilà, on avait besoin de mettre un uppercut quand on arrive dans le quartier, donc on s'est dit Clay, ça claque. On a eu pas mal de chance en fait, je crois qu'on est chanceux. Ouais. On est chanceux, non ? Oui, ça je te l'accorde. On part maintenant dans le sud de la France à la rencontre de Régis Mathieu. Grand restaurateur de lustre, il nous ouvre les portes de sa maison d'ocre rouge et nous présente ses créations qu'il décrit comme la valse des luminaires. Attenante à l'usine qu'il dirige, sa maison dans un style industriel privilégie les grandes surfaces. Elle propose deux différents espaces où soleil et intimité sont de mise. Lumière. Grand restaurateur de lustre prestigieux et créateur reconnu internationalement, Régis Mathieu s'est installé dans le sud. La maison Mathieu Lustrerie travaille pour les plus grands comme l'Opéra de Monte-Carlo, l'Hôtel de la Sey ou la Galerie des Glaces. Bonjour, bienvenue. Il perpétue les créations familiales installées dans une maison voisine à l'entreprise. Mon père était originaire du Luberon, et pour moi le Luberon a toujours été synonyme de vacances. Quand j'ai pris, on peut dire, ma carrière en main, j'ai choisi de vivre dans le lieu de vacances. On a restauré une usine d'ocre et on y a déménagé notre atelier de lustrerie. Attenant à l'usine, il y avait cette habitation, cette grande maison que nous avons restaurée tout doucement. Et là, on est dans un salon qui est à la jonction entre le bâtiment industriel et la maison. On a voulu le faire industriel et habitation. Et on a abattu toutes les cloisons. Donc dans chaque maison, vous avez deux grands volumes. Un volume
rez-de-chaussée, un volume premier étage. C'est pas du tout le cas de l'habitation provençale. Les luminaires, chez nous, ça a beaucoup d'importance. La valse des luminaires, comme disent mes parents. Alors nous sommes ici dans notre salon d'hiver. Pourquoi salon d'hiver? Parce que le fait d'habiter dans le sud fait que la lumière, on en a envie l'hiver et on n'en a pas envie l'été. Ce qu'on a voulu dans cette pièce, en fait, c'est d'être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, d'où toute cette surface vitrée. Quand j'ai choisi ce velours vert pour refaire ce canapé et ces deux fauteuils scandinaves, j'ai voulu un verre qui se rapprochait le plus de notre pelouse à ce moment-là. J'aime cette pièce parce que c'est elle qui me permet de mettre les objets les plus grands de la maison. Tant de choses, vous en avez partout. Ce grand meuble de sacristie, par exemple, que j'ai acheté à l'Île-sur-Sorgue et qui me permet d'exposer comme une nature morte des objets. Il y a surtout ce lustre d'époque Charles X que j'ai rééclairé avec ces bougies. C'est le lieu de réception, c'est le lieu où on a nos amis. Voilà l'essence même de ce lieu qui est, j'aurais tendance à dire, quasiment en opposition avec la salle que nous allons découvrir maintenant. Ici, peu de lumière. C'est cette pièce qui me permet, juste en ayant peint un mur en orange, absolument rien en termes de décoration, de pouvoir mettre en valeur tout ce qui est chromé, nickelé, tous les objets des années 70. Vous avez un lampadaire dessiné par mon père dans les années 60, puis vous avez une paire de sièges de Berthoya. Des étagères pour présenter des objets, des livres, des bougeoirs. Ici, on ne reçoit pas, si vous voulez. Ici, on est pieds nus, on s'allonge, on regarde la télé. Cette petite enclave nous permet d'accéder aux chambres et au niveau supérieur par un escalier que nous avons conçu, très inspiré du travail d'un architecte anglais qui s'appelle Joe Clawson, où vous avez cet escalier qui flotte. Voilà notre chambre à coucher, l'équivalent du volume que vous avez en dessous. Je me suis dit, il faut que je meuble par l'architecture. Ce plafond était là, ce plancher était là, donc je l'ai respecté, mais après je lui ai donné une envie contemporaine. Donc en peignant quelques murs en noir et quelques murs en blanc, vous avez de suite une jolie boîte dans laquelle tout peut être mis. Les luminaires qui sont dans cette chambre sont vraiment les prototypes des collections que je dessine. Donc là, vous avez un nuage dont les gouttes d'eau sont éclairées par ces petits cylindres et qui vous éclairent juste la tête de lit. Donc vous avez la baignoire et le lit dans le même espace. J'ai chiné cette baignoire à l'Île-sur-Sorgue. Elle servait à récupérer de l'eau pour arroser dans le jardin d'un antiquaire. La façade d'une maison qui juxtapose une usine d'ocre rouge, c'est vraiment quelque chose de très important parce que des années et des années et des années de travail dans l'ocre rouge à côté ont teinté la façade. Et la qualité de vie, je pense que c'est ici qu'on la voit le mieux. Vous avez derrière la façade de ma maison, mon salon, l'entrée de mon bureau, qui donne sur le même jardin avec cette même philosophie d'être à la fois dedans-dehors. On est dans un univers de plaisir. Peu de gens rentrent dans notre maison. C'est pour nous, on l'a faite pour nous, donc on profite des objets.
Pour finir, installons-nous confortablement et faisons un tour d'horizon des grandes créations d'Assise. Il y a tant de styles et de designers qui laissent leur empreinte grâce aux fauteuils et aux chaises qu'il est difficile de faire un choix. Et inutile donc de jouer au jeu de chaises musicales, nous le faisons pour vous. État de siège. Quitte à choisir un objet design pour chez vous, choisissez un siège. On connaît la chaise ou le fauteuil pour leur côté pratique, mais ils peuvent être aussi un signe extérieur de bon goût. Je crois que chaque grand designer, et on pourrait dire chaque grand architecte par extension, a plus ou moins à cœur de laisser derrière lui au moins un modèle de chaise. Je dirais que c'est un peu, sinon le bâton de maréchal, en tout cas la légion d'honneur de l'architecte. Je pense que la chaise est devenue un exercice obligatoire dans le processus de création en tant que designer. La chaise est comme une architecture, c'est un objet déjà fascinant. Il est là depuis le début de l'homme, de par cette situation d'assise et ce besoin d'assise. Un intérêt pour l'assise qui génère un très grand choix pour les consommateurs. La chaise, ça peut être tout, ça peut être rien, ça peut être deux briques posées l'une sur l'autre, et puis ça peut être un objet très très prestigieux sur lequel on va asseoir quelqu'un qu'on veut honorer. C'est un challenge car à chaque fois il faut ne pas répéter des choses, mais d'avoir un vrai sujet de réflexion autour de cette fonction de l'assise, qui est en plus devenu un élément aussi décoratif. Il ne faut pas non plus le négliger, c'est un élément qui fait partie de notre quotidien, dans nos intérieurs. La chaise est totalement liée à la vie sociale, à la convivialité. Et c'est pour ça qu'elle nous touche, je crois. Le siège, incontournable pour le designer, permet d'associer l'utile à l'agréable et traduit souvent le style du créateur. Chaque créateur propose sa philosophie de l'assise. En voici 3 exemples. En 1941, un médecin américain est allé dîner chez Charles Herrey Eames et a vu en fait une espèce de travail de bois courbé, plié. Et il a fait une proposition à Charles Herrey Eames, c'était de travailler sur une attelle pour les blessés de guerre. Charles Herrey Eames ont donc, pendant toute la guerre, fabriqué des attelles, ce qui leur a permis d'ailleurs d'avoir les moyens de développer les chaises plywood. C'est une chaise qui est devenue un classique puisque nous l'éditons depuis les années 50. Une prouesse technologique et pratique qui, alliée au design, résume l'esprit du créateur et en fait un classique du genre. Je suis assise sur la chaise standard de Jean Prouvé qui a été éditée dans les années 1934. Cette chaise a été éditée jusqu'aux années 50, ensuite complètement arrêtée et nous avons repris l'édition de cette chaise il y a 3 ans. Jean Prouvé a toujours travaillé sur la fonction, ce qui explique la forme de cette chaise. Si vous regardez les pieds arrière, elles sont beaucoup plus robustes que les pieds avant parce qu'en fait toute la force et le poids du corps reposent sur l'arrière. Et d'ailleurs quand on regarde à l'école les enfants ou même à la maison, ils se balancent toujours sur les chaises. C'est pour cette raison que les pieds arrière sont beaucoup plus importants que l'avant de la chaise. Devenues avec le temps des classiques et même des mythes, ces chaises sont surtout des références. La recherche des nouveaux designers s'inspire toujours des modèles cultes de leurs aînés. Les qualités recherchées restent le confort, l'esthétique et l'innovation. C'est un moule avec des alvéoles. C'est son côté géométrique qui la rend particulière et futuriste parce que c'est très nouveau. C'est un dessin qui ne s'est jamais vu. Le designer qui a réalisé cette chaise est Konstantin Gorčič. C'est, je pense, quelque chose qui va être à l'origine de nouvelles formes de sièges. Mais c'est un produit qui a vraiment marqué le design, en tout cas en matière de siège. Il y a tant de créations que si vous devez choisir une de ces merveilles, esthétique, pratique et mythique sont peut-être les adjectifs qui vous guideront. Mais l'originalité de ces objets est aussi liée à leur histoire et peut donc aussi influencer votre choix. Mais qui sait si une idée sortie de l'imagination fera recette ? Le fauteuil Ribon de Pierre Paulin, par exemple, emblème design du maître pour ses fans, est beaucoup plus estimé de ses acquéreurs que de son créateur, qui le trouve un peu trop exubérant et provoquant. J'ai été très honteux d'avoir fait ça. Ce qui ne m'a pas satisfait, c'est que je n'avais pas une suffisance modestie dans la manière de dessiner. C'était un dessin un peu prétentieux, un peu avec une certaine suffisance qui plaît aux gens.
Je ne pense pas que ce soit mon idéal à moi, et je l'ai fait, je crois, un peu par provocation. Autre décalage entre le designer et ses adulateurs concernant le mushroom. Pierre Paulin pensait s'inscrire dans le traditionnel alors que d'autres y voyaient plutôt l'innovation et la modernité. La forme de ce siège est extrêmement classique. Vous la retrouvez dans les bergères Louis XV, dans les crapauds Louis-Philippe. C'est une forme permanente. La modernité est dans la structure métallique, dans les coussins en mousse rapportée, dans une suspension avec des sangles de caoutchouc et des textiles pour le dos qui retenaient les coussins. Tout ça apportait quelque chose de vraiment nouveau sur le plan technique. Dans un public comme le public américain où on aime bien les choses un peu flashy, alors là, ça a beaucoup plu, énormément. La chaise pour le créateur est une manière de s'inscrire dans le monde de l'architecture et de la déco. Aujourd'hui présentée au Muséum d'art de New York, La Reine des chaises, la Reine Chère de Patrick Norgay, s'avère être un pari gagnant. La Reine Chaise est venue relativement vite, ça a été presque comme un jeu. C'est peut-être sa dimension aussi ludique qui est toujours présente dans cet objet. Ça a été la réflexion sur cette matière, cette résine qu'on appelle vulgairement le plexiglas, mais ça a été ce travail de matériaux qui est devenu l'essence même de ce projet. Et ça a été un travail de mise au point d'un sandwich en fin de compte, de créer des strates de couleurs. Et la résine de synthèse telle que le plexiglas a contribué à réussir à mettre au point ce projet. Voilà, vous avez fait votre choix. Mais si toutefois toutes ces assises vous plaisent, vous pouvez aussi collectionner les différents styles autour d'une table, c'est très tendance. C'est la fin de ce magazine. Pour vos travaux et votre déco, pensez écolo. Merci à Amanda Eliash de nous avoir ouvert les portes de son appartement. À la semaine prochaine, même heure, mais dans un nouvel endroit. Comme d'habitude, j'ai noté pour vous quelques idées.